Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de révision de génie mécanique. J'ai choisi pour vous aujourd'hui un sujet intitulé « Unité de fabrication de fûts ». C'est un sujet d'après Bac 2019, session principale. Si vous voulez me suivre, vous pouvez télécharger ce sujet à partir de ce lien en QR code. Je vous présente rapidement le système. Les éléments de fût, fond et flanc seront assemblés et sertis dans l'unité de fabrication de fût. Vous avez sur la figure 1 le flanc et le fond qui va être serti. Notre zone d'étude, l'objectif dans l'étude, dans la partie génie mécanique, s'intéresse à la transmission de puissance du moteur MP au plateau d'entraînement de fût. Celle-ci est assurée par une boîte de vitesse. Regardez la figure 50, c'est-à-dire le moteur, la boîte de vitesse et le plateau. C'est notre zone d'étude. Afin d'avoir une qualité optimale de sertissage, la vitesse linéaire au point B du diamètre extérieur du fût doit être constante avec une valeur Vs est égale à 2,75 mètres par seconde. Vous avez l'explication. Donc l'explication, il y a les repères, etc. Donc il vaut mieux voir le dessin d'ensemble. Vous avez un dessin d'ensemble avec un dessin en 3D en couleur. J'ai refait, si vous voulez, j'ai coloré les éléments de transmission pour vous bien expliquer la partie transmission de mouvement. Donc, la première partie, si vous voulez, je reviens un tout petit peu. Vous avez donc le dessin en 3D et vous avez un système pour le changement de vitesse. On a besoin, dans la fabrication des fûts, de 3 vitesses. Donc, le changement de vitesse. La fabrication de 3 séries de fûts de diamètres différents exige l'usage d'une boîte à 3 vitesses N1, N2 et N3. La manœuvre du baladeur par le levier C51 et C52 sélectionne une vitesse parmi 3. Donc, regardez bien, le changement avec le levier va entraîner un déplacement du baladeur, donc il y aura un changement de vitesse. Alors, le mouvement de rotation de la vis sans fin 1 est transmis au plateau lié à l'arbre 37 à travers un train d'engrenage. Si vous voulez rapidement, vous pouvez voir le train d'engrenage. Regardez bien, à travers roue et vis sans fin, engrenage 80-22, le baladeur est donc à 3 positions, puis à la fin un renvoi d'angle 28 qui va entraîner le plateau qui est monté sur l'arbre 37. Donc si vous voulez, je reprends la chaîne de transmission de mouvement. À partir de l'arbre d'entrée 1, j'ai une transmission avec une roue et une vis sans fin 1, 19, et avec 19, il y a un nœud à 17. Donc, à partir de 1 de 19 qui va entraîner l'arbre 15, j'ai une transmission par engrenage à travers 80-22. Engrenage 80-22. Ensuite, il y a le baladeur. Une fois que 22 est entraîné, il y a un baladeur qui va faire 3 possibilités. Soit 48 avec 49B engrenage, roue constituée par la roue 48 et 49B, c'est la position du dessin. Quand le baladeur est à l'extrémité droite, au milieu, j'aurai 47 avec 53. Et quand le baladeur à gauche, j'aurai un engrainement de 46 avec 49A.
Donc, si vous voulez, on a vu qu'à la fin, j'aurai un renvoi d'angle 28 qui est un engrenage conique qui va transmettre le mouvement à l'arbre de sortie 37. Il y a pour une raison de sécurité, il y a un frein à manque de courant, c'est-à-dire quand il y a une coupure de courant ou à l'arrêt, il y a un freinage. Ce frein est essentiellement commandé par une bobine 66. Aussi, j'ai un ressort, des ressorts plutôt, qui vont créer la force pressante du freinage. Donc, on passe maintenant à la question 1.1, l'étude étude fonctionnelle de la boîte vitesse, question 1.1, le FAST. Donc, la première partie, FT1, a cherché la fonction du moteur MP. Le moteur MP a pour fonction de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. C'est facile, c'est courant, cette question. La deuxième partie, FT2, je dois trouver le composant ou le processeur pour transmettre le mouvement de rotation de 1 à 15. On a vu tout à l'heure que de 1 à l'arbre 15, j'ai une roue et une vis sans fin. Donc, roue et vis sans fin, 19 avec 1, alors mes 19 est monté dans un noix de 17. Donc, disons 1 avec 19. 19 est en deux pièces. Puis, chercher la fonction de l'engrenage 80-22, c'est transmettre le mouvement de rotation de 15 à 22. Donc, 2 étages. Maintenant, j'arrive au baladeur. Transmettre et adapter le mouvement de 5 à 58, c'est à l'aide du baladeur. J'ai donc une fonction où j'ai 3 possibilités. Donc, la première possibilité, quand le baladeur est à droite, j'ai un engrainement de 48 avec 49B. C'est écrit. Deuxième possibilité, quand le baladeur est au milieu, j'ai une transmission par l'engrenage 47 vers 53. 47-53. La troisième possibilité, quand le baladeur est à gauche, j'ai une transmission avec 46-49A. Donc, où il y a une transmission, une seule transmission, que ce soit avec 48-49B ou 47-53 ou 46-49A. FT41, guider l'arbre 58 en rotation, et sur le dessin, on constate qu'il y a un guidage par 2 roulements repère 24. 2 roulements 24. Maintenant, on nous demande de donner les fonctions des cannelures sur 58. Les cannelures ont 2 fonctions. La première fonction, c'est de transmettre le mouvement de rotation du baladeur 49 plus 53 vers l'arbre 58. C'est la première fonction. La deuxième fonction, les cannelures vont faire le guidage en translation du baladeur par rapport à l'arbre. La fonction 5, c'est de trouver le processeur pour transmettre et adapter le mouvement de 58 à 37. Donc, de 58 à 13, j'ai un renvoi conique constitué par les roues coniques 28 et 28', engrenage conique. Bon, la question 1-2, il y a des questions technologiques qui sont d'une importance extrême, si vous voulez me suivre. Ce sont des questions qui se répètent. Donc, la première question,
Le constructeur a choisi l'acier comme matériau pour la vis numéro 1 et le bronze pour la roue creuse 19. Justifier ce choix. C'est une question très connue. Donc, diminuer le frottement et porter l'usure sur la roue creuse 19. Ou, si vous voulez diminuer le frottement, ou si vous voulez préciser, diminuer le coefficient de frottement acier-bronze. Donc, la deuxième question, c'est de donner le rôle des cales 81. C'est une question très intéressante. Alors, la roue creuse doit être au milieu de l'axe de la vis 1, numéro 1. Donc, s'il est décalé à gauche ou à droite, il n'y aura pas un bon engrainement de la roue avec la vis. Donc, les cales 81 permettent un réglage axial de la position de la roue par rapport à la vis. Donc, si on veut décaler à droite ou à gauche, on doit enlever des cales. Par exemple, si on veut décaler la roue à droite, on va enlever les cales de la gauche et on les emplace à gauche de la roue 19. Donc, jusqu'à avoir, donc permettre un réglage axial de la roue 19 pour assurer une portée correcte des dents avec la vis sans fin 1. La deuxième question, c'est une question aussi très connue. Quel est le rôle des cales 27 et 34? 27 et 34 rôles. Donc, on a un engrenage conique. Une condition d'engrainement dans l'engrenage conique, c'est d'avoir le même sommet. 28 et 28' doivent avoir le même sommet. Donc, pour avoir le même sommet, c'est une condition de montage de l'engrenage conique, on a des cales pour faire varier, pour régler la position axiale des deux roues coniques pour avoir le même centre. Donc, la réponse, c'est régler la coïncidence des sommets des cônes de l'engrenage conique. La question 1.5 est donner le rôle des deux pièces 82. Les deux pièces 82, cette pièce et celle-là, sont des bouchons. Ce sont des bouchons de vidange. Leur rôle, donc, est de boucher les trous de vidange. La question 2, c'est l'étude du frein. Donc, compléter le schéma cinématique du frein par les liaisons normalisées. Donc, je vais commencer par la première liaison au niveau du guidage de l'arbre 22. L'arbre 22 a une liaison pivot. Cette liaison, d'après le dessin, cette liaison pivot est assurée par des cosinets repères 61. Ensuite, le guidage en translation du plateau du frein, du disque du frein plutôt. Le guidage du disque, ou la liaison du disque sur l'arbre 22 est une liaison glissière. Cette liaison glissière est assurée par des rainures et des clavettes 67. Le guidage maintenant de 75. Alors, 75 a une liaison glissière assurée par trois bagues, les trois bagues 76 et trois vis 72. Donc 75 a une liaison glissière. Alors, la question suivante, quel est le type de commande du frein? Donc, la commande est une commande électromagnétique assurée par la bobine 66. Donc, c'est une commande électromagnétique. La question suivante est d'indiquer si la bobine 66 est excitée ou non dans la position du dessin. On remarque que si la bobine est excitée, le disque repère 75 va être attiré. On a un défreinage.
Et dans la position initiale, il y a un frein. Et l'élément qui crée le freinage, ce sont les ressorts 64. Et puisque les pièces 75, le disque et 77 sont les trois pressés ensemble, c'est la position freinage. Donc la réponse, la bobine est non excitée car il y a un contact entre 75, 65 et 77, 65 et 75. Donc, c'est trois pièces. Bon, déduire dans ce cas si la bobine, si la boîte plutôt est freinée ou libre. Donc, bien sûr, puisque la bobine n'est pas excitée, c'est le ressort qui crée le freinage. Donc, on est dans ce cas, la boîte est freinée. Alors, on va passer à la question suivante. On donne l'expression du couple de freinage et on nous demande, dans la première étape, de mesurer petit r et grand R dans le frein et de voir le nombre de contacts. Donc, je reprends le dessin. Alors, nombre de contacts. Le disque est en contact avec 77 à gauche et 75 à droite. Donc, il y a deux surfaces de contact. Maintenant, pour la mesure de petit r et grand R. Alors, je dois mesurer petit r à partir de l'axe et vers la surface commune de contact entre la garniture et 77. Ce n'est pas le diamètre mini de 77. Il faut avoir une surface commune de contact entre les garnitures et 75. Donc, là, c'est petit r. Pour le grand R, je dois mesurer à partir de l'axe jusqu'à la surface commune du grand diamètre de contact, c'est-à-dire le contact des garnitures avec 75. Donc, en mesurant ces deux diamètres, je vais trouver 9 mm mesurés pour petit r et 18 mm mesurés comme diamètre mesuré, le rayon 18 mm. Et puisque le dessin est à l'échelle 1,5, donc petit r réel, je dois multiplier par 2. Donc j'aurai 18 et grand R 36 mm. Donc maintenant, je vais faire l'application numérique en utilisant, je vais plutôt calculer la force calculer l'effort presseur FP. Donc, à partir de la formule donnée, je tire FP et je fais faire l'application numérique. Donc, n'oubliez pas que grand R est en millimètres, c'est bon, et le couple est égal à 70, 10 puissance 3, et le coefficient de frottement petit f ou tangente phi égale à 0,4. Après calcul, je trouve que l'effort presseur FP égale 3125 newtons. On nous demande de calculer d'après le tableau suivant le type de ressort et un nombre de ressorts pour ce frein. Donc, l'effort presseur est 3125 newtons. Il peut être créé par l'un de ces trois ressorts. Je vais choisir le nombre et le type de ressort convenable. Je dois diviser 3125 par l'effort créé par un seul ressort, 525, de type 1. Je trouve un nombre qui n'est pas entier, donc ça ne va pas. Deuxième type, je divise 3125 par l'effort créé par un seul ressort de type 2, je trouve un nombre de ressorts non entiers. Je divise 3125 sur l'effort presseur créé par un ressort de type 3 et je trouve un nombre entier, ça me convient. Donc je vais utiliser 4 ressorts
de type 3, dont chacun va créer une force de 581,25 et j'aurai mes 3125. Donc, comme réponse, donc, je vais choisir un ressort type 3 avec un nombre égal à 4. Donc, pour justifier, si je multiplie l'effort créé par un seul ressort fois 4, je dois trouver mes 3125 newtons. Alors, une question aussi très intéressante. La première partie est de tracer la chaîne de cotes correspondant aux conditions A. Donc A, c'est une condition entre la rondelle 32 et l'arbre 58. C'est pour éviter la double portée. Pour permettre un serrage, on doit serrer sur le pignon 28 et non pas sur le bout d'arbre 58. Donc, je vais partir de la surface de contact de 32 avec 28. 32 avec 28. Donc, je vais aller 28 est en contact avec les cales 27. Donc, je vais mettre cette cote et cette cote correspond bien à une cote mesurée sur la pièce 28. Maintenant, les cales sont en contact avec quelle pièce? Avec la pièce 25. Là, je vais donc mettre ma cote à 27 et cette cote est mesurée bien sur les cales 27. Maintenant, les pièces 25 sont en contact avec le roulement 24. C'est la cote correspondante à 25. Le roulement 24 est en contact avec l'arbre 58. Et c'est une cote qui correspond bien à la pièce 24. Et puisqu'on est arrivé à la surface terminale, c'est-à-dire à la pièce 58, je ferme donc ma chaîne. Je vais écrire maintenant que A égale A28 plus A27 plus A25 plus A24. Les cotes qui ont la même direction que la cote condition sont comptées positivement et A58 qui a un sens contraire est calculé négativement. Notre inconnu c'est A27. Je tire A27. Je fais l'application numérique. Je trouve que l'épaisseur des cales doit être égale à 3 mm. Il nous demande de chercher le nombre de cales nécessaires pour faire une distance de 3 mm. Donc, je dois diviser l'épaisseur des cales sur l'épaisseur d'une seule cale. Donc, 3 sur 0,5, 0,5 est l'épaisseur d'une seule cale, je trouve que je dois utiliser 6 cales. Donc, nombre de cales égale à 6. Calcul de vérification. Alors, l'entreprise propose de fabriquer 3 séries de fûts de diamètres différents, sachant que la vitesse linéaire de sertissage, comme on l'a vu au début, doit être constante de 2,75 mètres par seconde, donc ce qui exige 3 vitesses. Donc, on nous donne la vitesse de rotation du moteur égale 1400 tours par minute. Le rapport R1 19 1 quart. On nous donne aussi le rapport 80-22 2 égale à 2 et le rapport du renvoi conique 28' égale 1. On nous demande de calculer la vitesse N3. Attention, N3, c'est la vitesse de l'arbre de sortie 3 pour la position 3 du levier. Donc, puisqu'on a 3 vitesses, on va chercher donc la vitesse pour une seule position du baladeur, c'est la position du dessin d'ensemble. Donc, N sortie N3 qui est égal à N27, c'est N3, c'est la vitesse de 37 plutôt quand le baladeur est dans la position 3, la position du dessin d'ensemble, égale à R1 19. C'est les tâches de réduction par la roue et vis sans fin,
fois 80-22, R80-22, c'est l'engrenage 80-22. Puis, on va prendre la position du dessin et on va utiliser le rapport quand le baladeur est à droite, c'est-à-dire 48-49B. Puis, le rapport, en fin de compte, du renvoi conique 28-28'. Donc, puisqu'on a les rapports sont donnés, et Z48 et Z49, je dois consulter la nomenclature pour les relever. Maintenant, je fais l'application numérique et je trouve que N3 égale 93,33 tours par minute. Bon, la question maintenant, 4.2, est de déterminer la vitesse de rotation N3 pour le diamètre, pour une vitesse N3, je dois calculer le diamètre que peut fabriquer ce système. Donc, rappelons que la vitesse ici doit être constante. Donc, en fonction de N33, je dois calculer le diamètre correspondant pour avoir une vitesse de 2,75 mètres par seconde. Donc, je vais utiliser la formule V est égal oméga fois R. Donc, oméga égale 2 pi N3 sur 60. N3 est la vitesse de 37 pour la position du baladeur N3. Donc, fois le rayon est égal D3 sur 2. Je tire D3 et je trouve que D3 est égal à 562 mm. Donc, avec la position du baladeur 3, je peux faire le sertissage des fûts de diamètre 562 mm, c'est-à-dire 56,2 cm. Partie résistance de matériaux. Alors, l'arbre 15 est assimilé à une poutre cylindrique pleine sollicitée à la torsion simple. La figure 50 représente la répartition des contraintes tangentielles taux sur une section de cet arbre. Le couple appliqué à cet arbre est de 24 Nm. La première question se référait à cette figure 50, c'est-à-dire, et calculer dans ce cas le diamètre de l'arbre 19. Donc, à partir de cette figure, qu'est-ce que je peux tirer? Je peux reconnaître le taux maxi. Donc, je peux mesurer taux maxi. Regardez, taux maxi, c'est ici. Donc, si je mesure cette distance, je trouve que cette distance est égale à 28 mm. Et puisque l'échelle est 1 mm représente 1 N par millimètre carré, donc j'ai taux maxi est égal à 29 N par millimètre carré. Donc, j'écris la condition de résistance, plutôt l'équation de taux maxi. Taux maxi est égal à 16 mt sur pi fois d au cube. Donc, je peux tirer que d est égal à racine cubique de 16 mt sur pi fois taux maxi. Donc, je calcule d est égal à 16,15 mm. On nous demande de vérifier sur le dessin d'ensemble si le choix du constructeur est convenable pour cet arbre et de justifier la réponse. Donc, là, je dois choisir le diamètre, je dois mesurer le diamètre. Donc, attention là, je dois mesurer le diamètre de l'arbre 15 dans la position la plus chargée en torsion. La position, c'est-à-dire le diamètre le plus petit qui risque d'engendrer la cassure de l'arbre. Donc, à partir des deux roues, le plus petit diamètre, c'est là. C'est à l'encastrement des roues. Donc, je dois mesurer ce diamètre. Ce diamètre est le plus chargé. Donc, si je mesure ce diamètre, je trouve que le diamètre est égal à 24. N'oubliez pas d'utiliser l'échelle du dessin. N'oubliez pas, c'est
de faire attention et de prendre en considération l'échelle de dessin. Donc le diamètre est égal à 24 mm, après, c'est-à-dire c'est le diamètre réel, pas le diamètre mesuré. Donc ce diamètre est supérieur au diamètre calculé. Le diamètre doit être calculé, c'est 16,15, donc l'arbre convient pour ce mécanisme. La dernière partie, c'est l'étude graphique. On nous donne un dessin. Donc le guidage de l'arbre de sortie 37. La première question est d'indiquer par une croix le type de montage proposé. Donc le montage proposé, on doit reconnaître que c'est un montage en eau. Comment on sait que c'est un montage en eau? En utilisant, si vous voulez, les perpendiculaires au chemin de roulement. Donc, les perpendiculaires au chemin de roulement forment la lettre O. Donc, c'est un montage en eau. Puis, la deuxième question, de justifier le choix de ce montage. Pourquoi on a utilisé un montage en eau pour le guidage de cet arbre? Alors, la réponse, c'est on a un arbre court avec une charge radiale à l'extérieur de la liaison. Donc, une charge radiale à l'extérieur de la liaison. Pourquoi on va utiliser un montage en eau? Si on utilise un montage en eau, on va éloigner les centres de poussée, donner plus, si on écarte les centres de poussée, on va donner plus de stabilité à l'arbre. Donc, c'est le cas d'un arbre court avec une charge axiale à l'extérieur de la liaison. On appelle aussi que la roue dentée conique 28 est montée en porte-à-faux. Donc, l'utilisation de montage en eau éloigne le centre de poussée et donne plus de stabilité à l'arbre. La question partie graphique complétée donc par les éléments standards à l'échelle du dessin, le montage des deux roulements et du joint d'étanchéité et inscrire les cotes tolérancées. Donc, alors, on a un montage donc en eau. Le montage en eau nécessite, si vous voulez, un épaulement sur les bagues extérieures. Donc, on a besoin d'un élément de serrage. Là, on va mettre un écrou. Donc, ce n'est pas un dessin, attention, c'est un brouillon pour vous expliquer. Donc, l'écrou va entraîner le serrage des bagues intérieures contre les bagues extérieures. Aussi, il va attirer l'épaulement contre la bague intérieure du deuxième roulement, contre la matière. Donc, un seul serrage permet de serrer le montage entier. Donc, je vous donne le corrigé. Voilà. Je reviens donc. L'écrou, l'épaulement entre les roulements. Et puis, on nous a demandé de faire l'étanchéité avec un joint à lèvres. N'oubliez pas surtout, pour mettre les tolérances des portées des roulements, la partie la plus chargée est à gauche. Donc, sur la portée du roulement à gauche, je dois mettre, portée sur l'arbre, M6, montage avec serrage. Sur la portée du roulement à droite, qui est la moins chargée et qui nécessite un réglage du jeu interne, je dois mettre une tolérance G6 qui est moins serrée, et donc moins serrée parce qu'on a une charge plus faible, et ça peut servir pour faire le réglage du jeu interne.
Sur ce, je vous souhaite beaucoup de chance. J'espère que vous avez en tiré profit. À la prochaine. Au revoir.